Bon, bah écoutez, pour cette fois, j'ai été un peu plus raisonnable au niveau du book haul. J'ai d'ailleurs eu plus de réceptions que d'achats, donc je suis assez fière de moi et je vous retrouve tout de suite en vidéo pour vous montrer ce que j'ai reçu. Hello, bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon book haul du mois de mars où j'étais un petit peu plus raisonnable. Alors je ne sais plus à combien de livres exactement j'en suis, je regarde mon carnet mais il est là-bas. Et puis je vous propose de commencer tout de suite avec les graphiques et les livres jeunesse que j'ai reçus en service presse. Voilà tout ce que j'ai reçu en jeunesse et en graphique. Alors pour commencer, j'ai reçu, je vais essayer de ne pas tout faire tomber, j'ai reçu le tome 4 de Lock and Key de Joe Hill et Gabriel Rodriguez pardon, aux éditions e-comics dans le cadre de mon partenariat avec Bragelonne, puisque e-comics c'est la branche comics de Bragelonne. Lock and Key, j'avais lu ça il y a très longtemps, enfin il y a très longtemps. Je ne sais pas si c'était au moment de la sortie. Alors Joe Hill, c'est le fils de Stephen King, enfin Stephen King, pardon. Donc ça veut dire déjà un petit peu l'ambiance. Et puis en fait, on va suivre une famille, la mère et les deux jeunes ados, filles et garçons. Ils viennent de perdre leur père de façon assez brutale. Et il a laissé en héritage une maison assez mystérieuse. Il va se passer des choses très étranges. Vous voyez déjà un petit peu la couverture, comment elle est. J'avais adoré ce comics. Je me suis dit, il faut que je le relise. Là, j'ai eu la possibilité. Bon, malheureusement, je n'étais pas en partenariat avec eux l'année dernière, donc j'ai pas les autres. Mais je les ai empruntés en médiathèque pour les relire. Et puis là, c'est une édition complète. Alors, je ne sais pas ce qu'il va y avoir en plus à la fin. Je pense notamment peut-être des images. Enfin, vous voyez un petit peu le... Voilà, il y a un côté très gothique qui me plaît énormément. Donc, j'étais vraiment super contente. Et puis bon, je verrai si ça me plaît. J'avoue que je le prendrai. Je m'achèterai peut-être toute la collection du coup. J'ai reçu aussi de la part de e-comics les Tortues Ninja Reborn, le tome 4 qui sème le vent. Là, on est dans un autre arc narratif avec les Tortues Ninja. Cette fois, je vais poser quand même les livres parce qu'ils me gênent. Oups là. Puisque cette fois, on va surtout parler des mutanimaux, c'est-à-dire tous les animaux qui ont subi des mutations à cause des radiations, à cause du nucléaire. Et ils ont été, comme certains mutanimaux voulaient le pouvoir, ils ont été mis de côté à New York et mis dans un quartier à part, entouré par un mur. Mais au sein même de ce quartier, il y a des luttes entre les mutanimaux, ceux qui veulent la paix et ceux qui veulent la guerre à tout prix. Donc on va voir là, cette bataille entre les deux clans avec d'un côté les Tortues Ninja et puis une nouvelle mutante qui œuvre pour la paix. Et de l'autre côté, des personnages que j'avais déjà rencontrés dans le précédent, un autre arc narratif des Tortues Ninja, Old Hob, qui lui est plutôt pour la guerre. Voilà, donc on a vraiment cette bataille des deux côtés. Je l'ai déjà lu, donc c'est pour ça que je vous en parle, mais il ne faut pas que je vous fasse un point lecture, c'est un book haul. J'ai presque plus aimé Claude parce que je trouve que les dessins sont beaucoup plus épurés. Vous voyez, voilà. Il y a moins de... Les dialogues déjà sont... Alors il y a peut-être moins de dialogues, mais c'est écrit moins petit, puis je trouve que c'est plus épuré. Ça a été fait, en plus ça a été fait par une femme, hein, quand même. On a de plus en plus de femmes dans les comics américains aussi, ça c'est bien. Et voilà, j'ai trouvé vraiment que la fluidité était bien présente et que c'était vraiment très agréable. Mais je vous en reparlerai lors d'un point lecture. Alors, c'est un peu compliqué. Je vais y arriver. Alors, toujours chez... Alors là, c'est Mangetsu par contre, donc c'est la branche manga de Bragelonne. J'ai reçu alors le tome 2 de Smile. Je m'étais acheté le tome 1, c'est de Hattori Mitei. On va suivre un journaliste voilà, qui est vraiment sans travail et qui va découvrir une secte où il se passe des choses étranges. Vous voyez là, on a une photo voilà, de Jésus-Christ avec ses drôles de tatouages, ce sourire qui est tout sauf rassurant. Le tome 1, je crois que c'est un Bouddha qu'on a, et le tome 3 doit sortir ce mois-ci, ou au mois de mai, non c'est ce mois-ci. Je crois qu'on a un nouveau Bouddha sur la couverture. C'est assez étrange, on est dans de l'horreur, donc ça me tentait beaucoup.
Et puis, pareil, de Mangetsu, j'ai reçu PTSD Rezio, les tomes 1 et les tomes 2, je trouve celui-là super beau. Alors, c'est de qui, là, par contre? Je ne sais pas, c'est pas noté. Déjà que j'ai du mal à prononcer les noms, mais en plus, si c'est pas noté, c'est sûr que je vais pas y arriver. Peut-être en enlevant le bandeau. Bah non, puisque... Bon, écoutez, je ne sais pas. C'est bizarre que ce soit pas noté. Traduit, non, traduit du japonais. Bah non, c'est pas noté. Bon, ça doit être noté un peu plus à l'intérieur. Voilà, ça, ceux-là, voilà, je voulais les lire parce que Jodie, des livres de la crypte, en a beaucoup parlé. Donc j'étais vraiment impatiente de les découvrir. Je crois que c'est pareil, le tome 3 doit aussi sortir ce mois-ci. Et puis en jeunesse, j'ai reçu de la part, alors c'est un compte Instagram qui m'a contacté. Et ils m'ont proposé de recevoir les 2 premiers tomes de leur bande dessinée qu'ils viennent de sortir, Le Château des 5 Saveurs. Alors c'est le nom du compte, c'est Chef Club Kids. Et en fait, ils proposent plein de recettes à faire avec les enfants, pour les enfants, et des recettes plutôt équilibrées. Moi, je ne connaissais pas du tout. Et ils ont sorti, voilà, il y a déjà 3 ou 4 tomes de sortie, je crois. Donc là, j'ai reçu les 2 premiers. Et en fait, les saveurs vont... Voilà, on est dans un monde où tout passe par le goût. Et les saveurs vont disparaître. Et on va avoir ces petits personnages qui sont là, qui vont partir à la recherche de ces saveurs. Vous voyez, il y a un mélange en fait de romans jeunesse, graphique. Voilà. J'aime beaucoup les personnages. J'aime beaucoup comment ils sont dessinés. C'est de la jeunesse, hein, mais ça a l'air vraiment très mignon et très sympa. Voilà pour ce qui est de la jeunesse et des graphiques. Puis maintenant, je vais pouvoir vous présenter les romans que j'ai reçus aussi. Bon, je vous reprends après moi avoir fait une petite pause. J'arrête pas de recevoir des messages concernant le boulot et je vous avoue que je n'ai pas encore repris le boulot. Je recommence demain. Je sens que ça va être une semaine d'enfer. Donc déjà, j'en ai l'estomac complètement noué. Je suis stressée. Voilà, je pensais profiter de mon après-midi. Eh ben non, c'est foutu. Bon, bref, on va parler de livres, de choses plus intéressantes. Donc là, j'ai mis de côté les 2 services presse que j'ai reçus qui sont plutôt du young adulte, à commencer par La recherche de l'esprit renard, le tome 1 qui s'appelle Alban. C'est de Alix Nodo-Guilherme. Si vous avez... Je vais péter ma montre, moi. Je suis en train de claquer contre le fauteuil. Si vous avez l'occasion, je vous conseille d'aller voir son compte. Il est illustrateur et franchement, ses illustrations, c'est lui qui les a faites. De toute façon, les illustrations du livre, elles sont juste magnifiques. Je vous enlève le petit service presse. Voilà. C'est vraiment très très beau. J'adore. J'adore. Alors, on est dans un esprit, vous voyez, un peu Ghibli. Je l'ai lu, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, je ne vais pas vous faire un point lecture ici parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce livre. Ça a vraiment été une très très belle lecture. Voilà. Et sur son compte, vous les avez en couleur, bien sûr, les illustrations. En fait, nous sommes dans un monde où autrefois les humains et les esprits de la nature vivaient en paix, mais les esprits de la nature sont devenus sauvages. Et les seuls qui peuvent les arrêter, ce sont ceux qu'on appelle les albans. Ce sont des humains qui sont destinés dès la naissance, parce qu'ils ont les yeux gris, à devenir des guerriers et à aider, à protéger les autres. Alors les autres humains ont les yeux noirs. C'est vraiment pour faire simple, parce que le livre est beaucoup plus complexe que ça. Mais les autres humains ont des yeux noirs et ils s'occupent, voilà, des tâches à faire dans le village, les réparations, la forge, la poterie, l'élevage, les cultures. Et les Albans doivent les protéger. Et on sait que certains Albans, malheureusement, ont très mal tourné et sont devenus ce qu'on appelle des rogues. Alors, ils ont les yeux rouges et ils menacent en fait les autres humains. Et or, on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Merle, qui est un petit garçon qui, lui, est né avec une particularité, c'est-à-dire qu'il a les yeux vairons, il a un œil noir et un œil gris. Donc, normalement, il ne peut pas devenir un Alban puisqu'il n'a qu'un seul œil gris, mais encore une fois, ça ne va pas être aussi simple que ça. Et puis, jusqu'au jour où son père, qui est devenu un traître, qui est du côté des rogues, débarque dans le village pour lui dire certaines choses. Bon, je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est vraiment un roman très dense, hein, même si c'est du young adulte. Il y a plein de sujets qui sont abordés, j'ai vraiment adoré. Bon, je vais essayer de ne pas faire trop long parce que sinon ça va être compliqué. Alors celui-ci, on est dans de la dark fantasy, young adulte, mais quand même dans de la dark fantasy, donc voilà, young adulte, mais pas à partir de 12 ans quand même. C'est le tome 1 de la Mandragore de Cristal, Diamant et Émeraude des éditions Syros, hein, toujours en service presse. Et, le livre est d'une beauté, il est magnifique.
Il est magnifique. Et vous avez à l'intérieur une carte. Moi, j'avoue que j'ai du mal à me passer des cartes maintenant. J'aimais pas ça au début. Puis ça m'énervait parce qu'à chaque fois, j'avais tendance à aller voir et puis je me coupais dans ma lecture. Et maintenant, en fait, ça m'aide à mieux m'immerger dans ces mondes. Et là, on va suivre Marianne. Marianne qui a été élevée dans ce qu'on appelle la clover. Je vais vous dire ça tout de suite. Un closter, un closter. C'est un peu l'équivalent des couvents au Moyen-Âge. Elle est orpheline, elle a été élevée là jusqu'au jour où un Jarl et son épouse, qu'on appelle une Jarlkona, décident de l'adopter. Ils l'emmènent dans une île très froide, on est un peu dans un esprit viking. Et puis on la retrouve des années plus tard. Alors déjà, elle est orpheline, elle est déracinée. On la retrouve des années plus tard et elle doit se marier avec un prince du continent. Bon, on lui demande pas son avis, elle connaît pas ce prince, puis disons que le premier contact est assez froid en plus. Et puis il va découler des tas d'aventures, des tas de secrets. C'est pas mal fait. Alors il y a une romance, mais elle prend pas toute la place. Elle est vraiment slow burn parce que ils savent pas, ils sont quand même assez jeunes, ils savent pas trop quels sont leurs sentiments. Le mariage est arrangé. Alors si Marianne, elle, bah, en tant que femme, elle a été un peu élevée pour obéir et faire un mariage de convenance. Le prince, lui, n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Et puis, voilà, il va leur arriver des tas d'aventures. Et quand on les sent se rapprocher, il y a un gros truc qui arrive et ça remet tout en question. Alors, il y a vraiment pas mal d'actions en plus dedans. Il y a des personnages secondaires qui sont tout simplement géniaux. J'ai adoré la meilleure amie de Marianne. Je n'ai pas retrouvé son prénom encore une fois. Lutz. Voilà, qui est une jeune orpheline qui a été retrouvée près de la mer, amnésique, là, qui là est devenue une jeune femme aussi, qui a un caractère incroyable, qui n'a pas la langue dans sa poche. Et franchement, je l'adore. Je trouve que voilà, les personnages secondaires ont tous vraiment une place importante dans le roman. C'est bien développé. Et voilà, ils aident vraiment nos deux personnages principaux, Marianne et puis le prince Kirill. Et je trouve que voilà, c'était vraiment super bien d'avoir fait ça. Encore une fois, je suis en train de vous faire un point lecture alors que c'est censé être un book. Donc je passe au suivant. Qu'un seul policier ce mois-ci. Bon, j'en lis moins, donc c'est normal. C'est pareil en service presse, hein, Arma Christi de Bruno Carpentier, pardon, aux éditions Melmac. Alors là, on va retrouver l'enquêtrice Anna Boyer que j'avais déjà lu dans La Source Bleue. J'aime beaucoup cette enquêtrice parce que dans La Source Bleue, on apprend qu'elle est issue d'une longue tradition de sorcière, donc il y a un petit côté un peu fantastique, voilà, un peu qui est sous-jacent, qui est pas mal fait, assez mystérieux. Ça se passe dans le sud de la France. Et là, bon, elle va être amenée à enquêter sur un corps qui a été découvert. Et je pense qu'on va avoir encore pas mal de mystères. Puis vu le titre aussi, voilà, en tout cas, j'espère pouvoir le lire bientôt. Ensuite, je vais vous montrer tout ce qui est plus littérature contemporaine, littérature blanche. Alors, je vais essayer de choper les livres et romances. J'ai une romance aussi. J'ai peut-être commencé par sans faire tomber le trépied, on va essayer. Celui-ci, je l'ai reçu dans le cadre de la masse critique Babelio. Pour le coup, c'est plutôt un témoignage. C'est le grand épuisement de Nelly Ponce aux éditions Actes Sud, où en fait, elle va expliquer l'épuisement qu'elle a ressenti. Elle a fait un burn-out. Hein, malheureusement, je pense que c'est un sujet qui nous touche tous, ou qui nous touchera tous à un moment ou à un autre, que ça nous arrive à nous, que ça arrive à quelqu'un de proche, que ça nous touche de façon plus ou moins forte. Et vraiment, j'ai trouvé son témoignage très intéressant. C'est pas un livre de développement personnel, hein, parce que je l'ai mis sur Instagram, il y a des personnes qui ont cru que c'était du développement personnel. Pas du tout. Elle explique, elle, comment du jour au lendemain, elle n'a plus réussi à se lever et le long chemin qu'elle a dû parcourir pour remonter la pente. Ça lui a quand même pris des années. Et elle fait un parallèle aussi avec notre société, avec notre rapport à la nature, sans que ce soit moralisateur. Le livre est très court, hein, il se lit vraiment très bien. Et c'était vraiment très intéressant. J'ai reçu de la part de Tali Perrault, voilà, ça c'est mon petit péché mignon, les romances historiques. Donc elle m'a envoyé Le Souffle d'infinité, le tome 2 des frères Eren. Donc là on va suivre Sean. Voilà, j'avais beaucoup aimé le premier, donc j'ai très hâte de lire ce suivant, je ne sais plus, oui, 1851. Voilà, puis on va être entre l'Irlande, puisque les frères Eren, je ne suis pas sûre que je prononcerai bien puisque c'est de l'irlandais. Voilà, ils sont irlandais, mais j'aime bien en plus le travail graphique qui a été fait à l'intérieur. Ils sont irlandais, mais ils sont... Waouh, celle-là, elle est belle.
Mais ça se passe notamment à Saint-Malo, enfin bref, près des côtes françaises de l'ouest de la France. Donc voilà, ce sera ma petite bulle de détente, de bonheur, mon échappée belle. J'aurais peut-être le lire cette semaine après être rentrée du boulot. D'ailleurs, ça me ferait peut-être du bien. J'ai reçu de la part de Bragelonne, là j'étais très contente parce que je suis pas, Hauteville appartient aussi à Bragelonne, c'est le même groupe. Enfin, tout ça, ça appartient à Hachette en fait. Et Hauteville a annoncé la sortie du Chant des rivières englouties de Anne Liang. J'ai reçu les épreuves non corrigées. Alors c'est marqué sorti le 5 mars. En fait, il sort qu'au mois de mai. Et en fait, on va suivre alors la légende. La beauté de Xixi est perçue comme une bénédiction par les villageois de Yu, convaincus que le meilleur destin pour une fille est de bien se marier. Lorsque Xixi, je suis désolée pour la prononciation, attire l'attention du célèbre jeune conseiller militaire Fan Li, il lui offre une rare opportunité, utiliser son charme comme une arme pour renverser le royaume voisin rival de Wu. Voilà, tout ce qu'elle a à faire, c'est de s'infiltrer dans le palais ennemi. Alors apparemment, c'est inspiré de la légende de Zixi, pas réussir à le prononcer, l'une des célèbres 4 beautés de la Chine antique. Alors apparemment, c'est issu d'une légende chinoise. Et alors je sais pas si... Ouais, c'est un one-shot, je sais pas si on verra les 3 autres beautés. J'avoue, quand je l'ai vu passer sur Hauteville, on n'est pas dans du fantastique, hein, même si, bon, elles sont considérées comme légendaires, mais on n'est pas dans du fantastique. J'avoue, quand je l'ai vu passer sur Hauteville, je dis, il a pas l'air mal celui-là. Alors quand j'aurais dit, tiens, une enveloppe Bragelonne, je me demandais quel livre c'était, puis je me demandais pas à recevoir ça, quoi, les épreuves non corrigées. Enfin, je suis vachement contente. C'est vraiment, c'est un beau cadeau. Je suis vraiment très, très, très contente. Et puis pareil, Hauteville a ouvert une collection. Alors, ils avaient déjà sorti des livres de littérature asiatique. Vous savez, toute cette littérature qu'on voit beaucoup en ce moment, notamment chez Nami, où on est un peu dans du feel good, mais avec des littératures qui viennent d'Asie. Hauteville a sorti sa collection Kiboun, et du coup, Bragelonne m'a demandé s'il y en avait qui m'intéressaient. J'en avais demandé un, ils m'ont envoyé les 3. Je dis pas non parce que c'est une littérature du coup que j'ai envie d'essayer. Alors le premier, c'est la petite confiserie de l'allée nocturne de Iyoko Kurizu. Je vais m'amuser parce que je suis d'une nullité épouvantable pour prononcer les noms étrangers. Là, on est dans une petite boutique et apparemment, c'est tenu par... alors, c'est bien un yokai qui est là par un esprit. Et voilà, il peut exaucer vos vœux. Je vous la fais très courte. Ici, nous sommes dans le merveilleux restaurant des souvenirs de Yuta Takahashi. Alors celui-ci, voilà, les gens peuvent y aller et le temps de manger leur repas, ils peuvent parler avec des gens qui ont disparu, avec des défunts. Je trouve ça très beau. Et puis celui-ci, il était déjà sorti en grand format. Là, ils l'ont ressorti en poche. C'est la librairie Morizaki de Satoshi Yagisawa. Je m'amuse, hein. Tous ces noms, je vous le dis. Là, on va suivre Takako, qui a le cœur brisé lorsque l'homme qu'elle aime lui annonce ses fiançailles avec une autre. Dévastée, elle démissionne. Et elle reçoit un coup de fil de son oncle Satoru qui lui propose, qui a une librairie d'occasion et lui propose de venir l'aider. Évidemment, je pense qu'il va se passer des choses un petit peu, on est toujours un peu dans quelque chose de très doux et en même temps avec une petite vibe fantastique. Donc j'avoue que j'ai envie d'essayer depuis un moment, donc effectivement j'ai sauté sur l'occasion. Ensuite, le reste, ça va plus être de la fantaisie, enfin, l'héroïque fantasy, fantastique, etc. D'ailleurs, il y en a un, j'aurais pu le mettre en young adulte, mais c'est pas grave. On va les prendre dans l'ordre. Beaucoup viennent de chez Bragelonne. Ici, j'ai reçu Arborescente, le tome 1 de Frédéric Dupuis aux éditions Bragelonne. Alors, c'était sorti l'année dernière, je crois, en grand format. Et là, Bragelonne les ressort en poche. Il y a 3 ou 4 tomes, je ne sais plus. Ils vont les sortir régulièrement. Le tome 2 doit sortir ce mois-ci d'ailleurs. Et directement en poche. Donc ça, c'est bien. Je trouve que voilà. C'est pas un livre dont on a beaucoup entendu parler. Le peu que j'ai vu passer, j'ai vu de bonnes critiques. On est dans le futur et les gens souffrent de la maladie de la Belle au bois dormant, c'est-à-dire qu'ils sont atteints de narcolepsie. Ils s'endorment d'un seul coup. Et on va suivre des gens qui vont essayer de trouver un traitement, donc notamment en utilisant des plantes et en cherchant des plantes inconnues pour pouvoir trouver un traitement, puisque c'est vrai que les médicaments, ils sont faits à base de plantes. Sauf qu'ils vont être un petit peu empêchés par un grand groupe pharmaceutique qui va vouloir s'emparer de cette mystérieuse plante pour évidemment se faire du flouze dessus.
Donc voilà, le sujet m'intéresse beaucoup. J'avoue que je suis très tentée. J'ai une petite page qui s'est un petit peu abîmée là. Voilà, donc en plus il a l'air assez court, donc il devrait se lire très rapidement. J'ai reçu toujours chez Bragelonne le tome 3 de Une torche dans la nuit. Donc là c'est un faucheur au port de Sabah Tahir, ouais c'est ça. Donc là c'est aux éditions Big Bang, alors c'est pareil, avec un superbe jaspage que j'adore. Voilà, c'est magnifique. Là, c'est le tome 3. Je vous avoue que j'ai pas encore lu les tomes 1 et 2 que j'ai achetés. J'avais acheté le tome 1 il y a déjà un petit moment parce que j'avais peur que ce soit trop young adulte. Puis je me méfie maintenant avec ce qui m'est arrivé avec Le Pont des Tempêtes. Encore que Le Pont des Tempêtes, j'ai quand même envie de lire la suite. C'est un peu con, hein, mais bon, c'est pas grave. Mais j'ai vu de bons retours. Je me dis maintenant, tu vas mollo sans te mettre de pression ni rien. Voilà, tu t'attends pas à quelque chose d'extraordinaire, mais apparemment il y a pas mal de combats aussi et de complots. Du coup, j'avais acheté le tome 1, que j'avais trouvé d'occasion. Et quand j'ai su qu'ils allaient sortir le tome 3, il faut que j'achète le tome 2 aussi. Donc je me suis acheté le tome 2 et voilà le tome 3 qui est arrivé aussi dans ma palle. J'ai reçu aussi en épreuve non corrigée de la part de Bragelonne À l'ombre des eaux troubles de Alison Saft. C'était l'autrice de La chasseuse et l'alchimiste. Ici, on va suivre Lorelai qui fait partie d'une caste assez pauvre et qui rêverait évidemment de grimper les échelons, de sortir de sa pauvreté. Et elle est notamment étudiante en folklore et elle est envoyée par le roi ou la reine, je ne sais plus, elle est envoyée en voyage je ne sais même plus pourquoi. Pour découvrir la légendaire source de toute magie. Voilà, c'est ça. Donc elle se retrouve avec plein d'étudiants qui sont issus de milieux, étudiants et étudiantes qui sont issus de milieux plus riches qu'elle, donc qui la méprisent. Donc ils partent tous ensemble en bateau et il y a un premier cadavre qui est trouvé. Donc voilà, ça va être donc qui a tué et pourquoi. Je sais qu'on en avait parlé en commentaire, donc on va bien être sur une romance FF. Je ne sais pas quelle place elle va prendre cette romance exactement dans le livre, mais voilà, en tout cas, merci à Bragelonne de l'avoir envoyé aussi en épreuve non corrigée comme ça. Là, on part dans un autre genre, dans du post-apocalyptique, avec le tome 6 du Nouvel Ordre Animal de Julie Bogno. J'arrête pas de vous en parler. Je l'ai lu, c'est encore prenant. Et là, je me dis, purée, là, j'aurais voulu lire la suite tout de suite. Enfin, c'est publié à chaque fois comme ça, sous format court, mais assez régulièrement. Ce qui permet de maintenir une tension. Je vous réexplique rapidement. En fait, on est dans les années 2060. Les animaux se sont révoltés contre les humains et attaquent les humains. Donc ceux-ci se sont réfugiés sous des bulles. Et d'un côté, vous avez la caste dirigeante qui vit dans les tours qui sont encore debout et qui profitent de tout le confort. Et en bas, vous avez les autres qui vivent dans des bidonvilles. On va suivre notamment l'héroïne principale qui est Léonie, qui est enceinte, et être enceinte dans ces conditions, c'est pas évident, puisque les enfants nés après cet apocalypse animal développent des pouvoirs, et les dirigeants de la tour, enfin des tours, les enlèvent et on ne les revoit plus. Voilà, donc ça démarre comme ça au début, et sans arrêt, il y a des nouvelles choses qui arrivent, il y a des choses qui sont réglées, mais il y a d'autres mystères qui arrivent, et on ne sait toujours pas tout ce qui se passe exactement dans la bulle, ni ce qui se passe. On a vu une partie de l'extérieur quand même, ce qui se passe, on a des réponses, et puis là, il y a un nouveau personnage qui apparaît. Enfin, voilà, il y a plein de choses, c'est toujours très prenant, c'est toujours, voilà, il y a plein de rebondissements, et du coup, c'est hyper addictif. Alors, je retourne chez Bragelonne, c'est vrai que celui-là, j'aurais peut-être pu le mettre aussi en young adulte, bon, c'est pas grave. C'est Language of Dragons de SF Williamson chez Big Bang. Alors, j'ai plus... je sais que Steph de Piketty en a parlé. Elle pensait que c'était un one-shot. Moi, il me semblait que c'était une trilogie. Elle m'a dit que c'était un diptyque. Bon, je ne sais plus, j'ai plus le papier. Je ne sais pas où je l'ai mis. Ouais, je ne sais pas où je l'ai mis. Donc, je ne sais pas. En tout cas, il y aura un second tome. Voilà, c'est pareil. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux, ils sont trop beaux. Et là, je me suis dit, bon, allez, vous voyez un peu le truc. C'est de la folie, j'adore. On est en 1923 et on est dans une sorte, enfin pas d'Uchronie, mais en fait les humains vivent avec, on est à Londres, les humains vivent avec des dragons. Alors on retrouve un peu l'histoire, effectivement il y a eu la Première Guerre mondiale, tous ces événements, sauf qu'il y a des dragons. Il y a un pacte qui a été passé entre, alors ça dépend des pays, mais là on va rester en Angleterre, entre la première ministre et la reine des dragons pour qu'il y ait la paix entre les hommes et les dragons.
Voilà, il y a des règles assez strictes et la société est divisée en 3. Alors, la classe 1, c'est les gens les plus aisés, les plus riches. La classe 2, c'est au milieu. Et la classe 3, c'est le merdier, on va dire. Et notre héroïne, pardon, Vivienne, fait partie de la classe 2. Or, elle doit passer des examens. Et voilà, pour être étudiante, pour être acceptée à l'université. Et si elle rate ses épreuves, elle peut être reléguée à la classe 3, même si le reste de sa famille reste dans la classe 2. Quand le livre commence, elle a déjà passé ses épreuves. Elle va être acceptée à l'université. Elle espère rester en classe 2, voire monter en classe 1. Et puis, il va y avoir une série d'événements qui vont changer son regard parce qu'il y a des rebelles, aussi bien chez les hommes que chez les dragons, qui s'opposent à la première ministre, à ce pacte qui a été signé entre dragons et hommes. Et notre héroïne va se retrouver un petit peu prise là-dedans et elle va être obligée de travailler pour le gouvernement puisqu'elle est spécialiste notamment en langue des dragons, puisque il y a plusieurs types de langage de dragons, comme il y a plusieurs langues humaines en fait. Et voilà, donc elle va être obligée de travailler pour le gouvernement. Je ne m'attendais pas à autant de profondeur dans ce roman. J'y suis allée, ne crée pas d'attente. Vas-y, tranquillou. J'ai adoré. Alors, je n'ai pas lu, mais ça m'a fait penser à Babel. Je pense qu'apparemment, Babel est plus creusé pour avoir lu des comparaisons entre les deux. Mais ça m'a vraiment fait penser à ça, c'est-à-dire à toute l'importance du langage, à l'importance de manipuler un langage, à manipuler un savoir, parce que le savoir, c'est le pouvoir. Et voilà, et là, on est à la fois avec des rebelles. Alors, l'héroïne ne comprend pas trop ces rebelles. Alors, je sais qu'elle n'a pas toujours été très appréciée, cette héroïne, parce que elle tient plutôt avec la première ministre. Or, on se rend compte que ouais, sa façon de gouverner, peut-être pas, ça se rapproche plutôt d'une tyrannie. Voilà, donc c'était vraiment intéressant de suivre le parcours de l'héroïne et de voir comment naît une rébellion, comment naît aussi une tyrannie, comment on peut en arriver à manipuler les gens tout simplement, mais aussi comment les gens peuvent se retirer de ça, peuvent se rebeller contre ça et de voir voilà, le système subversif qui fait qu'on arrive à se retrouver voilà, dans quelque chose en fait, qui est très proche de la tyrannie. C'est vraiment passionnant. J'ai dit que je ne faisais pas le point lecture, hein, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je m'en vais cette fois chez Nemos, leur label Mu, avec un soupçon d'humanité de Loïc Henry, que j'ai lu aussi, que j'ai trouvé génial. On va parler d'IA, on va parler d'humain augmenté, on va parler de transhumanisme, on va parler de génétique, de manipulation génétique, de nanotechnologie. C'est passionnant. On est dans le futur. Et tout va bien, c'est le bonheur. Nous sommes en France, c'est le bonheur. C'est le bonheur parce que c'est les IA qui gèrent tout. Donc, il n'y a plus tous les sentiments humains qu'il peut y avoir, de jalousie, d'envie, de guerre, de bataille. Les maladies n'existent presque plus. Il n'y a plus de pauvreté. On peut travailler à minima. Voilà, c'est le bonheur total. Alors, vous doutez bien qu'il y a quelque part, ça va foirer. Effectivement, il y a le dirigeant d'une société de sécurité qui est un PDG quand même très haut placé et très riche, qui est tué par un drone commandé par une IA. Alors pourquoi une IA qui normalement, leur règle première, c'est de ne pas de faire aucun mal aux êtres humains, a ordonné qu'on lui tire dessus, qu'on le tue. Et là, on va suivre deux policiers, des personnages qui gravitaient autour de cet homme qui est mort. Et c'était passionnant parce que l'auteur a un regard non manichéen sur, voilà, sur tout ça. Il parle de ce que toute cette technologie peut nous apporter, mais aussi les dérives. Et puis bien sûr, il y a des gens qui sont rebelles à ce système. Enfin, c'était passionnant, mais encore une fois, je ne suis pas là pour vous faire un point lecture. Toujours chez Mnemos, mais cette fois dans leur label Naos, j'ai reçu Conjuration tome 2, Héritière de l'Empire de Bleu Guillou, et waouh. Là, j'avoue, j'ai eu des très très belles lectures que j'ai enchaînées, qui m'ont retourné le cerveau, mais dans des genres complètement différents. Voilà, donc là, c'est un tome 2. Dans le tome 1, on suivait Livia. Alors, on est dans un monde imaginaire où il y a de la magie, mais qui est très inspiré de l'Empire romain. Et Livia, quand elle était enfant, le royaume de ses parents a été annexé. Elle et son frère sont devenus otages de l'Empire et on la retrouve des années plus tard. Alors, son frère a été intégré à l'armée. Elle est devenue la fiancée d'un des fils de l'empereur. Enfin, du fils de l'empereur, il n'a qu'un fils. Voilà, donc elle a une place plutôt assez intéressante, sauf qu'elle se heurte toujours à Agrippine. Agrippine, c'est la fille aînée de l'empereur et contrairement à l'Empire romain, ici, c'est le premier-né
qui doit succéder à l'empereur ou l'impératrice en place. Donc ce sera Agrippine qui va succéder à son père. Et dans le premier tome, son père meurt. Donc Agrippine va se retrouver au pouvoir, sauf qu'Agrippine et Livia ne peuvent pas se piffrer. C'est terrible. Alors j'ai beaucoup aimé le personnage d'Olivia, un peu moins celui d'Agrippine, même si je comprends son côté un peu paranoïaque. Là, quand on est à la tête d'un empire, c'est pas évident. Voilà, il y a pas mal de complots, de rebondissements. Et celui-ci, il y en a encore plus. Et franchement, et c'est le genre de livre où vous dites, mais est-ce que tu as raison de faire confiance à tel personnage? Voilà, vous êtes toujours avec ce questionnement-là, vous dites, mais qu'est-ce qui va arriver? Et franchement, c'était super bien fait, ça se lit très bien. En même temps, ça pousse à la réflexion, notamment sur le pouvoir, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on devient quand on veut le pouvoir. Et il y a de la magie aussi, il y a plein de retournements de situation, il y a un petit peu de romance, mais ça, c'est pas ce qui est le plus important. Voilà, c'est bien écrit, c'est prenant. Et c'est une duologie, donc ça, voilà, ça dure pas des plombs, ce qui est aussi pas mal. Donc franchement, allez-y, je vous en reparlerai en point lecture, mais c'était super. Alors là, ça a été une très bonne surprise. Les éditions Actes Sud Junior m'ont contacté puisqu'ils vont ouvrir, bon, ils m'ont dit que je pouvais en parler, hein, donc c'est pour ça que j'en profite. Ils vont lancer en juin une collection, alors ils ont déjà une collection jeunesse, mais ils ont déjà une collection policier jeunesse. Ils veulent ouvrir une collection horreur pour la jeunesse. Du coup, ils m'ont envoyé les épreuves non corrigées. J'essaie de rien faire tomber. D'un de leurs premiers romans qui est ce soir, c'est Carnage de Antoine Pietri. Voilà, donc ça c'est l'épreuve non corrigée, mais je pense que ce sera la couverture définitive. Voilà, puis on a eu un petit flyer, enfin j'ai dit, oh, je ne sais pas qui d'autre l'a reçu, mais c'est pas grave. Sombrer dans vos pires cauchemars, nouvelle collection de romans d'épouvante pour jeunes adultes nocturnes. Alors je pense que c'est pour jeunes adultes plus, puisque dans celui-ci, on sait tout de suite, dès les premières phrases, on suit un lycéen qui fume. Pas des cigarettes, hein, bien sûr. Donc voilà, donc c'est pas à partir de 12 ans, encore une fois. Mais voilà, ça a l'air pas mal du tout. Moi, aimant l'horreur, je me suis dit, mais oui, avec plaisir. Et puis en fait, vous voyez, de l'autre côté, j'ai le prochain qu'ils vont sortir aussi, qui s'appelle Les Profonds. Puis j'ai les premières pages, en fait. Voilà, donc là, je vais pas le lire tout de suite parce que c'est pour juin. Mais pareil, c'était vraiment très sympa. Là, c'est pareil. Alors, c'est pas les éditions Terre de Brume qui m'ont contacté. C'est la personne qui a écrit la préface du livre qui m'a contacté pour me demander si ça m'intéresserait de le recevoir en service presse. Terre de Brume, c'est une maison d'édition qui doit être basée en Normandie ou en Bretagne. Je sais jamais. Quand on va en Normandie ou en Bretagne, on voit plein de livres de chez eux. Ils font des livres, voilà, fantastiques, toujours sur ce format un petit peu particulier, vous voyez, qui est assez en hauteur, mais plus court en largeur. Et là, en fait, c'est la réédition d'un roman qui est un peu passé, d'un auteur qui est passé un petit peu à la trappe. Charles Williams et les maîtres des arcanes, pardon, donc on va parler de tarot. Alors pour ceux qui connaissent un peu, la personne qui a fait la préface est Emmanuel Ig. C'est une personne qui travaille beaucoup avec les tarots. Donc, si vous allez voir son compte ou si vous touchez un petit peu à l'univers des tarots, vous allez connaître son nom. C'est une femme, hein, c'est Emmanuelle Femme. Voilà, donc c'est elle qui m'a contactée. Je suis aussi, mais j'ai dit pourquoi elle me contacte. Encore une agréable surprise. Et en fait, elle me parlait, donc cet auteur, c'est un contemporain de Tolkien, mais aussi de C.S. Lewis qui a écrit Narnia, sauf que il est décédé en 1917 ou 18, je crois. Non, je dis une grosse bêtise. Non, il est décédé à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Comme c'était au moment de la signature de l'armistice, la fin de la guerre, sa mort est passée assez inaperçue. Ces romans sont passés inaperçus aussi parce que sa femme ne voulait pas voilà, mettre en avant ses romans. Son exécuteur testamentaire n'a pas non plus fait complètement son travail. Bon, ça, c'est en discutant avec Emmanuel Ig, elle m'a expliqué un petit peu tout ça. C'était un ami aussi de Tolkien et de C.S. Lewis, donc il devrait être aussi connu. Et or, pas du tout. Moi, je le connaissais pas personnellement. J'en avais jamais entendu parler. Donc je me suis dit, un contemporain de deux auteurs comme ça. Bon, Tolkien, j'ai eu un peu de mal à le lire, mais C.S. Lewis, c'était mieux, même si c'est un petit peu vieilli sur certains sujets. Mais voilà, on va être sur des gens qui recherchent effectivement le tarot originel, voilà, le tarot tout puissant.
Et apparemment, il est possédé par des gens qui ne savent pas qu'il a ce pouvoir. Et puis d'autres personnes vont essayer de voler ce tarot. J'aime beaucoup la couverture, elle est belle. Terre de brume, en plus, c'est vrai que c'est une maison d'édition voilà, qui édite ce genre de bouquins. Parfois qui datent un petit peu. Il y en a qu'on n'arrive plus à trouver d'ailleurs. Hein. C'est eux qui ont édité, je crois, La Maison au bord du... Pas au bord du monde, je sais plus. On n'arrive plus à le trouver ce livre-là. Moi, j'ai réussi à le trouver d'occasion. Enfin, à mon avis, si on trouve d'occasion, il doit être vendu très très cher. Donc voilà, j'étais vraiment enchantée de le recevoir. J'espère par contre que l'écriture n'a pas trop vieilli. C'est un peu plus ça qui me fait peur, mais on verra. Je retourne, alors plutôt là dans un peu de la SF. C'est pas de la SF, c'est de la psychologie un petit peu. C'est Passer sans silence de Adrien Mangol aux éditions de l'Homme sans nom, HSN, avec lesquels je suis partenaire cette année. J'aime bien, ils font du jaspage maintenant sur leurs livres aussi, qui sont très beaux. Alors, il va y avoir des références à d'autres œuvres d'Adrien Mangol. Alors, je les ai pas lues, moi, les autres œuvres, mais ça gêne pas. Là, on est, par exemple, dans le futur, on est dans ce qu'on appelle la seconde humanité. Il y a un des romans d'Adrien Mangol qui s'appelle Seconde humanité. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc voilà, on sait que la première humanité, c'est-à-dire la nôtre, s'est éteinte manifestement. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Du coup, ça me donne très envie de lire Seconde humanité. Mais voilà, j'ai commencé par celui-ci. Et on va suivre Doug, qui est un auteur vieillissant et qui commence certainement à être atteint par la maladie d'Alzheimer. Enfin, en tout cas, il oublie plein de choses. Et ça commence, il vient se présenter à la police en disant, voilà, j'ai tué un homme, je viens me faire arrêter, dénoncer mon crime. Sauf qu'on ne sait pas trop, en fait, tout au long du livre, si c'est si, si des choses qu'il a vraiment vécues, si c'est des choses qu'il a écrites et qu'il mélange un petit peu. Et on a des flashbacks, voilà, on a des moments où ça se passe dans la vie de Doug, ses oublis. Il est aidé par un commissaire, il est aidé par aussi son aide, mais il y a quelque chose d'un peu intriguant avec son aide à domicile, avec cette femme. Voilà, il y a plein de choses comme ça, assez étranges. Et du coup, c'est vrai que, bon, on a été plusieurs à le lire, hein, ça peut perdre un petit peu, mais ça va, je trouve qu'on s'y retrouve quand même. Et j'ai beaucoup aimé la fin. Et puis surtout, ça montre un peu toute l'horreur de l'oubli, en fait, hein, quand on oublie les choses, quand on oublie les gens qu'on aime, quand on oublie ce qu'on a fait. En plus, là, Doug est complètement perturbé parce qu'il a écrit des poèmes et on lui a volé les originaux de ses poèmes. Donc, il y a aussi une enquête qui est lancée là-dessus. Donc c'est pareil, est-ce qu'il rêve? Est-ce qu'il a vraiment quelqu'un lui a volé? Est-ce qu'il a oublié? On ne sait pas trop. Et voilà, ça permet de rentrer dans la psyché de cet homme et d'avoir aussi un regard sur la société, sur l'art. J'ai trouvé que c'était vraiment un hommage à l'art, ce livre, en fait, notamment à l'écriture et du coup à la lecture. Alors évidemment, en tant que lectrice, je ne pouvais qu'être touchée. C'était vraiment un très beau livre, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai dit que je ne faisais pas de point lecture, mais c'est ce que je suis en train de faire. C'est terrible, je ne peux pas m'en empêcher. C'est pareil, j'ai reçu des éditions Bragelonne, leur prochaine sortie de Joe Abercrombie, Les Diables. Alors là, c'est pareil, c'est les épreuves non corrigées. C'est un gros morceau. Joe Abercrombie, je n'ai pas encore lu cet auteur. Donc justement, comme je voulais rattraper un petit peu mes carences en Heroic Fantasy, ça va être l'occasion. Alors là, par contre, je ne sais pas si c'est de l'Heroic Fantasy ou de la fantasy historique. L'Europe est au bord du gouffre, la peste et la famine la ravagent, des monstres rôdent dans l'ombre et des princes avides ne songent qu'à leurs dévorantes ambitions. Une seule certitude demeure, les elfes reviendront et ils mangeront tout le monde. Sympa. Mais parfois les chemins les plus sombres mènent à la lumière, des routes sur lesquelles les justes, avec un J majuscule, n'ont pas l'audace de s'engager. Enfoui dans les entrailles du splendide palais céleste, le fief de la foi, la chapelle des saints expédients est un secret jalousement gardé. Bon, je vais peut-être m'arrêter là parce que je pense qu'on va tous se perdre dans le résumé. Bon, en tout cas, j'ai très envie de le lire. Alors, je pense que c'est peut-être de la fantaisie historique, hein, c'est-à-dire que on va être dans l'histoire, mais avec des éléments fantastiques ajoutés dedans, notamment ces fameux elfes. J'adore la couverture avec ce crâne, et là, ça fait un peu comme sa mâchoire et une couronne. C'est super bien fait. J'adore. J'adore. Et celui-ci, il sort le 14 mai, normalement, si la date de parution est bonne. Je me cogne partout, c'est horrible. On arrive à la fin pour les services presse. Enfin, j'en ai encore 3 à vous présenter. Pareil, j'ai reçu des éditions Bragelonne. Celui-ci, je pense qu'on va être plutôt dans de la cosy fantasy.
La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst. C'est pareil, encore une fois, la beauté du livre. J'adore, j'adore. Alors, il n'est pas en hardback, hein, mais il est très très beau. On va suivre Kiela, qui travaille à la grande bibliothèque, ce qui lui permet de vivre recluse parmi les livres de sortilèges les plus précieux de l'Empire. Mais oui, je me souviens de l'histoire, il y a un des livres qui va disparaître, et du coup, ils partent à la recherche de ce livre, mais c'était plutôt classé en cosy fantasy, je pense, donc j'aime beaucoup la couverture. Elle est vraiment très très belle. Elle est pleine de douceur, ça fait maison de sorcière, mais plutôt avec un côté assez féerique, je trouve. J'adore, je trouve ça vraiment super beau. Ensuite, j'ai reçu des éditions Eldercraft qui sont spécialisées dans les jeux de rôle. Je suis en train de perdre la pochette. Enfer et pavillon de Maureen Kilmer, pardon. Là, on va suivre deux jeunes femmes qui se sont installées à Chicago. Non, pas deux jeunes femmes, pardon. Une jeune femme qui s'installe à Chicago, Amy, et qui, avec ses copines, va décider d'ouvrir une sorte de bar à cocktail où on peut se retrouver tranquillement pour discuter tranquillement. Mais apparemment, il y a une de ses amies qui commence à ne plus être elle-même. Donc, elle se demande si elle n'est pas possédée ou si c'est plus psychologique. Voilà, bon, apparemment, il se passe quand même des événements assez étranges, donc, donc je pense qu'il va y avoir à la fois de l'horreur, de la magie, mais aussi pas mal d'humour d'après ce qui est écrit. Donc ça a l'air, j'aime beaucoup la couverture là aussi. Ça a l'air, bon, je pense que ça doit se lire assez vite, en plus ça a l'air très très bien. Là, on est quelque chose d'un peu plus sombre. C'est Solum, livre 2 de Jacques Aubin. J'avais beaucoup aimé le tome 1. On est en plein Moyen-Âge, mais vraiment un Moyen-Âge obscurantiste, hein, dans ce qu'il y a de plus sombre. Il y a eu les guerres, et on va suivre notamment le personnage principal. Il vit avec sa femme et ses enfants. On sent qu'il a un passé notamment guerrier. Et puis, ils sont attaqués par d'étranges entités. Et il se retrouve tout seul, il perd sa femme et ses enfants. Et il va faire la rencontre d'un groupe faisant partie de l'Inquisition, mais un groupe qui est à part, qui est chargé d'enquêter et d'éradiquer des créatures fantastiques mais mauvaises, genre zombies, que des humains s'amusent à faire revivre pour s'emparer du pouvoir. Donc il part avec eux en quête. Alors au départ, c'est pour se venger. Et voilà, on va suivre tout ce cheminement. Alors là, pour le coup, les gens de l'Inquisition sont très sympathiques parce qu'ils sont vraiment là pour lutter contre les humains qui réveillent ces créatures fantastiques, cruelles et qui ravagent des villages entiers. Puis voilà, il y a ce côté moyenâgeux très sombre que j'aime beaucoup, moi, de retrouver. J'aime beaucoup cet univers. Donc ça m'a beaucoup plu. Puis alors, le premier tome... pendant les dernières pages, vous êtes scotché au livre, ça n'arrête pas une seconde, c'est incroyable. Et le personnage est vraiment sympathique. Voilà, on se devine qu'il a un passé guerrier, mais aussi un autre passé parce qu'il sait lire, il sait écrire. Quand même, à cette époque-là, quand vous êtes un simple paysan, c'est quand même assez rare. Et voilà, et les autres personnages de ce groupe d'inquisiteurs, et ils sont sympathiques parce qu'ils sont tous dans ce groupe-là pour une bonne raison. C'est-à-dire qu'ils ont tous été victimes, ou leurs proches victimes de ces créatures surnaturelles. Et voilà, et on voit tout pareil, il y a encore une fois une histoire de complot derrière, puisque ce sont de riches nobles qui réveillent ces créatures. Voilà, ça se lit très bien, c'est plein d'action, c'était vraiment, vraiment super. Maintenant que je vous ai fait ma liste des services presse, je vais pouvoir passer à la liste de mes achats. Je vais juste faire une petite pause pour boire un petit verre d'eau, et puis je vous reprends tout de suite. Et je vais commencer tout de suite avec mes achats en graphique. Il n'y en a pas beaucoup. Je me suis acheté le tome 2 d'une belle fille à croquer. C'est chez Pika. Alors c'est de mot 9 francs, il y a le chiffre 9. Et œuvre originale Hirou, donc je pense que c'est tiré d'un roman. C'est un webtoon que j'ai découvert sur je ne sais plus quelle plateforme. Je me demande si c'était pas... non, pas Picoma, enfin il y en a un qui a fermé. En fait, on est dans une réécriture de Blanche-Neige avec la méchante reine. Voilà. Et en fait, c'est une femme de notre époque qui s'est réincarnée dans la peau de la méchante belle-mère. Voilà, c'était plein d'humour. C'est pour ça que je l'ai pris. J'aime beaucoup. C'était assez rigolo parce que
Elle se retrouve là-dedans. En fait, à la base, elle est méchante, sauf que la personne qui se réincarne, elle craque complètement sur Blanche-Neige tellement elle est mignonne. Donc d'un seul coup, personne ne comprend pourquoi d'un seul coup elle est gentille avec Blanche-Neige, parce que c'était une horreur. Après, on comprend aussi pourquoi elle avait ce comportement, parce que il y a des sujets sérieux qui sont quand même abordés, c'est-à-dire qu'on va parler du consentement, on va parler de grossophobie, tout en pour les dénoncer, hein, bien sûr. Voilà, et c'est fait, puis il y a pas mal d'humour. Il y a évidemment une relation qui va se développer entre le roi et la méchante, plus méchante belle-mère. Voilà, c'est vraiment très bien fait. J'aime beaucoup, donc c'est pour ça que puis voilà, c'est tellement beau de les avoir en papier, le webtoon. Je craque complètement, c'est trop beau. Vous voyez la tête qu'elle a là par moment. Elle est censée être digne et tout, puis elle prend une tête. Ça me fait trop rigoler. Puis alors c'est vrai que Blanche-Neige est mignonne à croquer là-dedans, donc c'était trop mignon. Dans un autre style, là on va dans quelque chose d'un peu plus sombre. J'ai pris le tome 1 de Délusion de Ongyaka. J'en peux plus. C'est chez Coda, ça appartient à Alba Michel, le Coda. C'est noté dessus, hein. Je ne m'en serais pas souvenu sinon, mais bon, apparemment c'est je vais y arriver, leur branche manga et compagnie. Alors là, par contre, je ne sais pas si c'est un manga ou un webtoon parce que ça se lit dans le sens occidental et c'est aussi en couleur. Alors on va être dans quelque chose. Là, ce que je vous montre, ça va vachement vous parler. C'est en les images sont très sombres. Bon, c'est un manga assez sombre, hein. Vous voyez l'arrière. On est en 1935 à Séoul. Les rumeurs courent sur la riche et mystérieuse Madame Song qui vit isolée depuis des décennies. Elle invite le peintre Io Yun à s'installer chez elle pour réaliser son portrait. Je me demande si on ne va pas être dans une réécriture du mythe du vampire, mais je ne suis plus sûre. Voilà. Et puis, je vais vous montrer maintenant ce que j'ai pris plutôt en young adulte jeunesse. Ouais, on va dire entre young adulte et jeunesse. Bon, encore une fois, j'y mets des parenthèses parce que des fois, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est du young adulte, c'est-à-dire si ça peut être lu à partir de 12 ans, à partir de 18 ans, à partir de 16 ans. Il y en a, je me dis, est-ce que c'est vraiment du young adulte ou est-ce que ça... Bon, je ne sais pas trop, mais voilà, j'ai essayé de classer, mais voilà, je ne les ai pas lus, donc faites attention quand même. Les ayant pas lus, je ne peux pas vraiment vous dire si c'est vraiment complètement de la jeunesse ou du young adulte, ou à partir de quel âge ça peut être lu. J'ai pris Un voisin étrange de Florian Denisson, c'est aux éditions Chambre Noire. Alors c'est en train d'être réédité parce qu'il a écrit 3 romans, alors je ne sais pas si les 3 romans qu'il a écrit on retrouve les mêmes personnages, je sais pas, non c'est Histoire étrange tome 1, donc je pense que ça va être 3 histoires différentes. Alors je sais pas si c'est Chambre Noire qui va le ressortir en intégrale collector avec les 3 histoires. On est plus dans de la jeunesse là normalement, on est pendant les vacances de la Toussaint et Olivier le roi pénètre sans en avoir le droit sur le terrain d'une des maisons de son village et fait une découverte étrange ayant peut-être un rapport avec l'une des énigmes les plus célèbres de l'histoire. Le lendemain, un mystérieux voisin vient s'installer en face de chez lui dans une maison délabrée dont personne n'a jamais voulu depuis des années. Vous comprenez pourquoi ça m'a attiré, même si c'est de la jeunesse, on va parler de maisons étranges, voilà, de fées étranges. Donc, je ne pouvais pas passer à côté. Du coup, je vois... je me souvenais pas que je l'avais acheté au mois de mars, mais si, voilà, ah non, c'est pas... Je me trompe, la trilogie, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai montré le tome 3. Le tome 1, c'est une braise sous la cendre. Et le tome 2, c'est une torche dans la nuit. Voilà, donc je me suis acheté le tome 2 d'occasion au mois de mars. Je pensais que c'était déjà au mois de février, mais non, pareil, hein, la couverture est vraiment très très belle. Enfin, le jaspage est vraiment très beau. J'adore les créatures, là, elles ont l'air quand même assez inquiétantes. Voilà, donc tout ça, il va falloir que je me mette quand même à les lire. J'ai pris, je l'ai trouvé pas cher du tout, à 5 € celui-ci, The Temptation of Magic de Megan Scott aux éditions Stardust. En tant qu'empyréenne, Nicole a le pouvoir de tuer n'importe quel être surnaturel. Alors que sa vie devrait être régie par les lois de l'éveil, elle suit cette organisation depuis que sa mère a été éliminée pour avoir rejeté son autorité. Incognito, elle étudie l'histoire de l'art dans une petite ville universitaire sur laquelle pèse une menace. La seule façon de protéger ses proches est de trouver le dernier indice laissé par sa mère qui pourrait bien révéler un moyen de détruire l'éveil pour de bon. Voilà. Bon, je vous en dis pas plus, hein, c'est peut-être pas la peine voilà, d'en dire trop. Par contre, c'est pas noté, mais j'ai l'impression que c'est un one-shot. Bon, je pense qu'il va y avoir une histoire d'amour aussi, hein. Ennemis par nature, ils sont destinés à causer leur propre perte. C'est pas une histoire d'amour, c'est mal barré. Non, mais ça, si c'est du young adult, ça va bien se finir. Pareil, celui-ci, je ne pouvais pas passer à côté. Alors, c'est vrai qu'en plus, Slalom a fait une très belle campagne de publicité. Lizzie Felton, c'est une autrice que je veux lire depuis un moment. Et puis,
le pitch, la couverture, tout. Enfin, ça me donnait vraiment très envie. C'est le Sombre Solstice, tome 1, le lac tempête. Alors, c'est un 4 mains, écrit par Lizzie Felton et Johanna Marine. J'ai un beau marque-page en plus avec, là, qui est vraiment superbe. Vraiment très chouette. Encore une fois, un beau jaspage. Là où on est en 1972, on va suivre un groupe d'ados qui veulent camper. Et puis, ils se perdent un petit peu et ils se retrouvent à camper près d'un lac qui n'est pas noté sur les cartes. Et la nuit, il va se passer des choses étranges. Il y a des lumières qui vont s'allumer de l'autre côté du lac. Il y a des papillons qui vont apparaître. Enfin, voilà. Passer des choses étranges. Alors, j'ai pas vu que des bons retours sur ce roman. J'espère que ça va me plaire. Voilà. Mais de toute façon, j'avais envie de le lire, donc je l'aurais lu. Donc, bon, c'est pas grave, même s'il n'a pas eu des super retours. Celui-ci, depuis le temps que j'en entends parler, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté. En plus, c'est vrai que je l'ai mis dans mes achats, mais en fait, celui-ci... et puis, le webtoon, en fait, mes parents m'avaient pas encore offert mon cadeau d'anniversaire et c'était des chèques lire. Donc, je les ai achetés avec les chèques lire. J'ai même pas tout dépensé d'ailleurs. Donc, en fait, ça. Et puis, je vais pas retrouver le titre. Oh, ça m'énerve. Une belle fille à croquer. Je les ai achetés en fait avec mes chèques lire. Donc c'est Peau d'âme de Aude Ziegelmeyer, le livre 1, Les Lilas du Roi. Vous en avez forcément entendu parler parce qu'on n'arrête pas d'en entendre parler. C'est chez Gulfstream. En plus, c'est un primo-roman et tout le monde n'en dit que du bien. C'était en avant-première, je ne sais plus quel salon du livre. Et c'est vrai que les retours étaient très bons. Pareil, un superbe jaspage là encore. J'aime beaucoup. J'ai le ticket de caisse qui reste à l'intérieur. Voilà, avec cette espèce de loup. On est dans une réécriture de Peau d'âme. On va suivre donc notre héroïne. Sa mère vient de décéder et son père a du mal à se remettre de la perte de sa femme. Il ne fait pas très attention à sa fille. Elle aimerait bien succéder à son père, elle s'en sent capable, sauf que lui ne voit en elle qu'un moyen de faire une alliance avec un royaume plus puissant. Il veut qu'elle se marie, voilà, avec un autre prince. Elle ne l'entend pas trop de cette oreille, elle veut montrer à son père qu'elle est capable de diriger elle-même. Alors, je ne sais pas comment ça va tourner parce que dans Peau d'âme, pardon, dans Peau d'âme, l'histoire c'est que le père, tellement désespéré d'avoir perdu la femme de sa vie et sa fille ressemblant comme deux gouttes d'eau à sa mère, il veut épouser sa fille. Inceste, nous voilà. Donc là, je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que dans Peau d'âne, du coup, elle lui fait passer... Enfin, elle va voir... elle a une fée marraine aussi. Je pense qu'il va y avoir une fée marraine aussi là-dedans, mais pas la même que dans le conte, peut-être moins sympathique. Alors, on a quelque chose de beaucoup plus sombre, même si Peau d'âne, c'est quand même pas piquer des vers, écrire un livre, un conte quand même sur l'inceste... fallait le faire quand même. Et voilà, et elle demande à son père, elle lui fait passer plusieurs épreuves avant d'accepter de l'épouser. Bon, bref, elle est obligée de s'enfuir, hein, parce que sinon, c'est clair qu'il va l'épouser. Bon, je vous laisse imaginer le truc. Voilà, bon, mais c'est un conte, ça se termine bien. Là, je ne sais pas dans quoi on va être exactement. On va être dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Déjà, la couverture, enfin voilà, le portrait défiguré, cette main très possessive. Bon, ça, c'est le genre de livre, vous voyez, je l'achète, j'aimerais bien le lire tout de suite, mais comme j'ai plein de services presse, je ne le fais pas, mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Et puis, là, j'ai fini avec tout ce qui est un peu plus young adulte, et puis je vais passer au roman, aux poches, et puis au roman adulte. Je vais commencer par vous présenter les poches que j'ai achetées. Je me suis acheté les 700 sans visage. En plus, je l'ai eu en poche, mais je l'ai eu d'occasion. Hein, donc, c'est bien. De MK Lob chez PAL. Donc, c'est la partie poche de chez De Saxus. J'avais vu pas mal de bons retours sur ce roman. On est dans la ville d'Ombrasia où les disciples bénis par les saints vivent dans l'opulence, tandis que les défavorisés, dépourvus de magie, vivent dans la pauvreté et sont envoyés au front. Rose, pourtant bénie par patience, refuse cette injustice. Depuis l'assassinat de son père, elle est prête à tout pour démanteler ce système corrompu. Alors, par contre, je ne sais plus si c'est un one-shot ou en plusieurs parties. Là, c'est vrai, comme je me laisse moins tenter par les reliés collector, sauf ceux que j'ai commencé, sauf ceux qui ne sont vendus qu'en reliés collector, quoique j'en ai trouvé d'occasion aussi, la preuve, la trilogie de Sabah Tahir, si je prononce bien son nom. Du coup, je me dis maintenant, attends que ça sorte en poche. En plus, ils ont l'air de les sortir quand même assez rapidement de Saxus, donc c'est intéressant.
Celui-ci, je l'ai trouvé, c'est quand je suis allée chez Cultura pour prendre Peau d'âme et le webtoon. Ils ont un petit rayon aussi livre d'occasion et voilà, je sais que c'est un classique de la fantasy. La fille du roi des elfes de Lord Dunsany, c'est un des premiers auteurs de fantasy parce que je crois qu'il a écrit ah non, 1878. Je pensais qu'il était plus vieux que ça. Mais bon, voilà, donc on va parler évidemment d'elfes, de mariage, d'aventure, de quêtes. Bon, je ne sais même plus combien je l'ai payé. Je payé 2 euros, donc je me suis dit, allez hop, j'embarque. Et celui-ci, on va s'éloigner de la fantaisie pour le coup. C'est la disparue de la réserve Blackfeet de Anaïs Renever. C'est dans les éditions 10-18 dans leur collection True Crime. Là d'ailleurs, ils vont étendre leur collection True Crime en parlant de, voilà, de cold case ou de True Crime qui ont eu lieu en France. Et là, on est en 2017. Alors là, par contre, c'est aux États-Unis. Une femme amérindienne disparaît après une fête. Le décompte commence. C'est marqué Society Montana. En fait, ce qui m'a poussé à l'acheter, j'ai vu une petite interview de l'auteur sur le compte Insta de 10-18. Elle a enquêté sur cette jeune femme qui a disparu. Puis, comme elle fait partie de la population des natifs des États-Unis. Parce que normalement, je crois qu'on n'utilise plus le terme amérindien, justement. Je crois qu'au Canada, ils l'ont même carrément enlevé de leur livre d'histoire. Donc, on doit appeler peuple premier ou les natifs. En gros, on s'en fout un petit peu qu'elle ait disparu. Hein. Malheureusement, comme ça arrive, on le voit de plus en plus. Hein. C'est arrivé au Canada aussi. Il y a sa sœur quand même qui la cherche partout. Et c'est un peu compliqué parce que ça se passe sur une réserve indienne. Or, apparemment, les réserves indiennes aux États-Unis, ils sont... les gouvernements, enfin, les États-Unis n'ont pas le droit d'envoyer de leur propre police. Ça doit se régler, voilà, ils se gèrent eux-mêmes en fait sur les réserves indiennes. Normalement, la police américaine n'a pas le droit d'intervenir. Sauf que ça passe un petit peu à l'as, tout ça. Hein, on met bien bonne grosse couverture dessus, bien de la terre dessus et on n'en parle plus. Et ce qui m'avait surtout choqué dans l'interview de cette autrice, c'est qu'elle expliquait que les natifs amérindiennes sont entre 16 et 24 ans, je crois, sont le plus petit pourcentage de femmes de cet âge-là. Oui, c'est je sais pas si je suis claire dans ce que je veux expliquer. Donc, parmi la population américaine, des États-Unis, entre 16 et 24 ans, le plus petit pourcentage c'est représenté par les jeunes femmes des peuples premiers, les natives d'Amérique. J'espère que je suis claire. Voilà, donc c'est elles qui sont le moins représentées dans cette tranche d'âge-là, mais elles ont un taux de disparition qui est supérieur aux autres. Voilà. Donc c'est quand même très grave. Et du coup, ça m'a heurté. Je me suis dit, je sais pas si l'affaire a été résolue, j'en sais rien, mais en tout cas, l'autrice, elle a dit qu'elle allait continuer son enquête, mais d'une façon générale, c'est-à-dire qu'elle va continuer à enquêter sur toutes ces jeunes femmes qui disparaissent chez les peuples premiers. Et notamment, elle dit, ils vivent un petit peu, voilà, cloîtrés. Il y a l'omerta qui est là, donc on ne parle pas aux gens de l'extérieur, même quand le FBI intervient. Il y a une autre aussi, police, je ne sais plus quel est le sigle. Ils ont fini par intervenir, mais voilà, il y a cette omerta qui est là. Ils vivent dans une extrême pauvreté. Donc évidemment, les premières victimes sont les enfants et les femmes dans ces cas-là. Il y a beaucoup de trafic de méthamphétamine, de cristal. C'est très compliqué. Du coup, c'est très compliqué aussi pour la police américaine d'aller enquêter dans ces réserves. Ce qui explique aussi la non-résolution de ces affaires, mais c'est quand même pas une excuse. Je sais que c'est arrivé, A Book on the Cup, on a parlé sur une de ses vidéos, c'est arrivé aussi au Canada. Donc voilà, du coup, ça m'a vraiment, je me suis dit, faut que je découvre aussi. Ça m'a donné... envie d'en savoir plus, même si bon, ça ne réglera pas le problème, mais de prendre conscience aussi de ce qui arrive malheureusement ailleurs et à des peuples et à des personnes qui sont beaucoup plus fragilisées et qui sont des proies faciles pour tous les prédateurs qui passent par là. Et nous allons enfin terminer sur les romans plutôt adultes. Enfin, je pense que j'ai classé en adulte. Alors, j'ai du policier. Je vais peut-être commencer par le policier. Non, justement,
Je vous parlais de ces jeunes femmes qui disparaissaient. J'ai trouvé Norferville de Franck Tillier, son dernier roman en grand format. Le prochain sort au mois de mai, je crois. Chez Fleuve Noir, qui aborde aussi ce sujet, qui parle justement, je crois qu'il s'est inspiré de la disparition de, c'est pareil, de ces natives du Canada qui disparaissent et sur les disparitions sur lesquelles on n'enquête pas vraiment. Je trouve qu'il s'est inspiré de ça pour de ces drames malheureusement pour écrire son roman. Enfin là, on va suivre un policier français dont la fille vit à Norferville, qui se trouve, je ne sais plus si c'est au Canada ou en Alaska. Oui, c'est au Canada. Et voilà, elle est retrouvée morte et décide de se rendre sur place pour savoir ce qui s'est passé. Et je pense que du coup, il va parler de ce qui se passe là-bas. Bon, voilà, je savais combien j'aime Franck Tillier. Enfin, peut-être pas parce que je suis plus dans du fantastique en ce moment, mais à la base, j'étais plus policier. Et pour moi, Franck Tillier, c'est le best, quoi. Voilà. Toujours pour rester dans un peu du policier, non, ouais, du policier, ouais, je sais pas trop. Policier, psychologie, ça en fait, c'est vrai, il est bien ce livre qui en a parlé, c'est Les 1001 vies de Billy Milligan de Daniel Case. Là, c'est aux éditions Interstice, hein, c'est une édition que j'ai trouvée d'occasion, donc elle est assez vieillotte. M. Night Shyamalan s'en est inspiré pour faire son film Split, hein, où on suit, comment, j'ai pas retrouvé le nom de l'acteur. James McAvoy, qui enlève des jeunes filles, qui est malade, qui a plusieurs personnalités. Voilà, il s'en est inspiré pour faire son film. Donc là, on va suivre voilà, le personnage qui, effectivement, je ne sais pas si c'est inspiré d'une histoire vraie. Je crois que c'est inspiré d'une histoire vraie. Je ne sais plus. Oui, c'est lui qui a écrit Des fleurs pour Algernon. C'est bien ce qui me semblait. Qui doit être dans ma palle que je n'ai toujours pas lu. La police de l'Ohio arrête l'auteur présumé de 3 voire 4 viols de jeunes femmes. Ils pensent tenir un cas facile, sauf que le Billy Milligan en question a de multiples personnalités. Et c'est la première fois que ça arrive, je crois, et du coup, ils ne savent pas trop quoi faire de cet homme qui a plusieurs personnalités. Alors du coup, je ne sais pas si c'est une histoire vraie. Si, ça doit être une histoire vraie parce que c'est marqué « L'affaire Billy Milligan a fait la une des journaux américains. Fasciné par ce cas et par la lutte qu'ont menée les psychiatres et Billy lui-même pour essayer de fusionner en un seul individu ces 24 personnalités. » Voilà. Quant au livre construit comme un véritable drame shakespearien, il est le résultat de mois et de mois de rencontres et d'entretiens entre Daniel Case et Ragen, Arthur, Allen et les autres. Je pense que c'est les personnalités de Billy Milligan. Donc c'est marrant parce que M. Night Shyamalan en a fait un film qui flirte fortement avec le fantastique et en fait c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est ça, je ne savais pas. Je suis contente que c'est vrai d'en avoir parlé parce que j'avoue que c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Alors celui-ci, j'étais trop tentée quand je l'ai vu, c'est chez Verso, Où tu seras reine de Christelle Duchamp. Et les critiques étaient vraiment très très bonnes. On suit une jeune femme de 25 ans qui a une relation très fusionnelle avec sa mère. Quand sa psychiatre lui explique que ce lien l'empêche de s'épanouir, la jeune femme décide de prendre ses distances avec la figure maternelle, jusqu'au jour où elle découvre sur son répondeur un message paniqué de sa mère lui disant « Je l'ai tué ». Alors j'espère que je n'ai pas été trop spoilée en lisant les retours parce qu'il y a des choses qui me sont revenues. Bon, j'espère que ça ne va pas être trop spoilant, mais je pense qu'on va... Christelle Duchamp, j'ai d'autres livres de cette autrice, j'avais même fait dédicacer, je l'avais rencontrée en salon du livre, et puis c'est vrai, je me suis un peu plus éloignée de la littérature policière, mais là, je pense qu'on va être dans quelque chose aussi d'assez psychologique. Pour rester, alors, j'essaie de rester... Ah oui, ça, c'est... J'aurais pu mettre en cold case aussi, true crime, quelque chose de très... Je vous l'avais présenté dans les sorties du mois de... Je sais plus si c'était février ou mars. Celui-là, il m'avait hypé de fou. J'étais trop contente de le trouver. Je ne l'ai pas trouvé cher en plus sur Vinted. C'est Del Mountain, Les morts mystérieuses de l'Oural au Cherche Midi. C'est de Donny Echard. On est en quelle année? 1959. Et il y a 9 alpinistes. Alors, je pense qu'ils sont tous russes. Puisque ça se passe sur les monts de l'Oural. Ils sont retrouvés morts. C'est une histoire vraie. Et apparemment, alors je ne sais pas si l'affaire a été résolue. Je ne sais pas parce que ils ont retrouvé les 9 cadavres avec des blessures graves qui font penser à des blessures de lutte. Et surtout, ils sont tous retrouvés en dehors des tentes, quasi nus. Alors je veux dire, sur des montagnes comme ça, il fait hyper froid, vous ne mettez pas un orteil dehors sans vous vêtir chaudement de la tête aux pieds. Donc voilà, il y a des choses très étranges. Alors ça s'est passé en plus en 59. Voilà, c'est un cold case.
Le KGB va enquêter, la CIA aussi, alors peut-être qu'il y avait un Américain dans le lot, je ne sais pas. J'avoue que ça me hype. Alors, il trouve aussi une photo qui montre une créature assez étrange, mais on est sur un cold case, sur une histoire vraie, donc bon, mais, voilà, ça me tente à mort. Puis alors, en plus, ça j'adore, ils vous mettent des vieilles photos, voilà, des vraies photos, hein, donc c'est en noir et blanc, des vraies photos, où on voit les alpinistes et voilà, une partie des alpinistes qui est là, et il y avait des hommes et des femmes, hein. Du coup, ça donne envie à mort de le lire. C'est pareil, c'est un livre que j'ai acheté, mais je vais pas avoir le temps de le lire tout de suite, mais c'est pas grave. Pour rester dans le policier, alors c'est pareil, policier, mais avec un truc un petit peu particulier, je trouve, j'avais eu une bonne critique aussi. C'est Quand tu franchiras le fleuve de Hippolyte Le Ridan-Dussert aux éditions du Gros Caillou, des éditions qu'on voit de plus en plus passer, avec une maison d'édition indépendante, je pense, hein. Là, on va suivre des policiers. En fait, ça part de, comment, de quelque chose d'assez étrange. C'est vrai qu'on en a parlé déjà de ce fait-là, en ne sachant pas si c'est vrai, si c'est une légende urbaine. Le fait qu'il y ait des gens qui vivent sous terre, par exemple dans les anciennes stations de métro désaffectées, les anciennes lignes de métro désaffectées dont on ne se sert plus. Maxime Chatham avait fait un livre, avait écrit un roman de fiction dessus aussi, où il y avait toute une population qui vivait comme ça sous terre dans les lignes de métro désaffectées. Ils avaient même du mal d'ailleurs à ressortir à la lumière parce qu'ils étaient habitués à l'obscurité. Il y avait des hommes, des femmes, des enfants. Enfin, c'était un truc incroyable. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une légende urbaine? Je ne sais pas trop. Et là, ça part de ce postulat-là en disant: s'il existait sous nos pieds un monde où vivent oubliés de tous des enfants laissés pour compte. Pour Romain et ses frères du clan des Portefer, lorsqu'une série de meurtres bouleverse la tranquillité de la ville et de ses habitants, c'est la fin de l'insouciance. Alors que les policiers se saisissent de l'affaire, Romain nous conte une toute autre histoire. Une fable sombre où les victimes ne sont pas celles qu'on imagine. Voilà, moi j'avoue que l'univers, il m'a captivé, cette histoire de personnes qui vivent, parce qu'évidemment c'est des laissés pour compte, c'est des SDF, c'est des marginaux qui se seraient réfugiés là parce qu'on n'est pas sûr. Bon, je suis très hypée aussi par ce roman. Là, on va partir vers des choses un petit peu plus fantastiques. Je me suis pris aussi 1500 impurs de Michael Mention aux éditions Belfond Noir. C'est pareil, je vous l'avais montré dans les sorties. Ça me tentait beaucoup parce qu'on suit un père et son fils, c'est ça? Non, un couple et leur fils. Ils sont en train de boire voilà, une bière. Bon, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais ils sont en train de boire une bière à Paris. Et puis, il y a un étrange phénomène. Il y a une onde de choc surpuissante qui ébranle la capitale. On ne sait pas ce que c'est. Attentat, séisme, explosion nucléaire. À la suite d'un mouvement de panique sans précédent et en l'absence d'informations, le président décide de confiner les habitants. Matt, Clem et leur fils de 4 ans se retrouvent prisonniers de leur immeuble en banlieue et tentent d'organiser le quotidien avec leurs voisins. Jusqu'à ce qu'une terrifiante épidémie gangrène la population. Voilà, donc on va être dans du post-apo. Alors post-apo créé par quoi, je ne sais pas. J'adore la couverture aussi, hein. Elle est très belle. Michael Mention, j'ai jamais lu. J'en ai beaucoup entendu parler aussi. Pareil, qui fait des trucs super aussi. Et bon, il y a sa petite photo là. Et ben, j'avoue que c'est pareil, c'est un livre qui me tentait énormément. Pour repartir sur des choses un petit peu plus fantastiques, j'ai pris Octopus chez XO de Xavier Muller. Partout dans le monde, avec le dérèglement climatique, se produit un phénomène ahurissant, l'augmentation de l'intelligence animale. Sur Terre, des termites construisent des cathédrales, engloutissent des villes entières, et des abysses marins émergent des pieuvres gigantesques capables de prendre l'apparence de n'importe quel objet ou être vivant. Wow. Des fois, je sais que le livre est dans ma wishlist, donc je le prends, mais des fois, je ne sais plus exactement de quoi ça parle. Et je relis, je me re-hype à nouveau en relisant les résumés. Très prenant. Alors, celui-ci, je l'ai pris parce que c'était une réécriture de conte, La forêt de Grimm de Catherine Purdy chez Sabran. À l'orée de la forêt de Grimm, dans le village où Clara a grandi, les habitants sont protégés par le Sortes Fortunae. Ce livre magique offert par la forêt permet à chacun de réaliser son vœu le plus cher. Mais un beau jour, le livre disparaît et une malédiction s'abat sur la combe de Grimm. Depuis, aucun des villageois qui s'est aventuré dans les bois pour le récupérer n'est revenu. La mère de Clara s'est ainsi volatilisée sans laisser de traces. Donc Clara va partir dans cette forêt. J'adore la couverture avec ce loup, puis Grimm, ça fait penser au conte de Grimm, évidemment. Alors apparemment, c'est marqué livre 1. La forêt de Grimm, livre 1. J'ai vu de bons retours aussi dessus. Donc, une réécriture de conte. Je dis, ça y est, c'est pour moi. Et j'ai acheté L'enterrement des étoiles de Guillaume Guillemin chez Mnemos. Et je me dis, tiens, c'est bizarre.
j'ai des wishlists un petit peu partout, donc du coup, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Et je me suis dit, tiens, il apparaissait pas dans toutes mes wishlists, celui-ci. Et en lisant le résumé, j'ai dit, mais oui, tu l'as acheté en poche, ma cocotte. Donc je l'ai en poche et maintenant je l'ai dans cette belle version. Il est très beau en même temps, hein, mais bon, c'est un peu con, quoi. Mais bon, ça, c'est tout moi, hein. On est, pareil, dans une cité imaginaire. Alors, par contre, le résumé n'est pas tout à fait le même. Je sais plus dans le poche, c'est noté que la cité, elle est maudite. Il y a un cirque qui vient s'installer dans cette cité. Il va se passer des choses un petit peu étranges. C'est un cirque composé de monstres de foire. Mais je crois qu'il y a pas mal d'enfants aussi et que les enfants ont une grande importance dans cette histoire. Dans la nuit éternelle qui s'annonce, les laissés pour compte deviennent des étoiles éphémères. L'annonce de la fin est proche. À la cité des héritiers, le roi Génophon reçoit la visite de l'oracle annonciateur. C'est le moment que choisit un cirque pour s'installer non loin et offrir un moment de joie. Mais face à l'obscurité qui s'étend, cette compagnie de monstres de foire devra retrouver la lumière intérieure, l'unité et l'harmonie, ultime espoir d'un pays au bord du gouffre. Le résumé n'était pas tout à fait le même c'est le même livre, hein. Mais c'est cette histoire de cirque qui arrive dans cette cité où il se passe des choses étranges. C'est pour ça que je m'en suis souvenue et bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, je revendrai l'autre, hein. C'est pas gênant parce que cette édition-là, je la trouve vraiment très belle, hein. C'est Mnemos aussi, hein. C'est vrai qu'ils font de belles choses, hein. Voilà, donc je pense que j'en ai fini pour ce book haul qui va peut-être quand même durer encore un moment. Je suis en train de regarder le timer, mais j'arrive pas à le voir. Ouais, donc je pense que ça va encore durer un petit moment. Malheureusement, pourtant, j'étais beaucoup plus calme ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, s'il y a certains de ces livres que vous avez lus, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me contacter sur Instagram si vous souhaitez faire une lecture commune ou sur Facebook. Voilà, j'ai un compte sur Instagram, sur Facebook. S'organiser encore une fois des lectures communes sur sur YouTube, c'est très compliqué, hein, c'est pas très pratique pour échanger sur le livre. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si voilà, certains de ces livres vous intéresseraient. C'est vrai que voilà, en même temps, là, j'ai plusieurs lectures communes en cours aussi, mais bon, j'aimerais bien organiser moi aussi des lectures communes, mais j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Voilà, je vous laisse ici pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!